Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine politique mise au point. Sur ce plateau, nous avons un invité, Monsieur Franklin Tchamala. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Un dossier brûlant, on en parle et ça fait débat. La révision de la Constitution en République démocratique du Congo, est-ce une nécessité? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment opportun maintenant qu'on révise la loi, donc la loi des lois de la République démocratique du Congo? Il en sera question dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Franklin. Bonsoir, mon frère. Première question, vous tenez mordicus à réviser la Constitution. Quels en sont les mobiles? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui? Quels sont les arguments que vous avez aujourd'hui pour vous permettre de modifier la Constitution de la République démocratique du Congo? Bien, merci beaucoup pour l'invitation, mon frère Jacques. Vous savez, les chefs de l'État, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle, dont je suis l'un des communicateurs, le chef de l'État disait, au terme de la Constitution de notre pays, est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Maintenant, garant du bon fonctionnement, ça veut dire qu'il gouverne, il impulse le fonctionnement des institutions, il observe les lacunes et les problèmes, et il lui appartient de marquer un arrêt pour le corriger, afin de pouvoir amener ce pays et ce peuple vers le bonheur collectif que nous avons, sans rien à faire. Alors maintenant, qu'on ait constaté toutes des lacunes dans le fonctionnement institutionnel de notre pays, que les uns disent, non, s'il y a lacune, il faut attendre après 2016, et que nous nous disions, il y a des lacunes, nous devons les corriger là, maintenant, parce que nous avons la responsabilité de la bonne conduite de ce pays. Voilà pourquoi, jouissant du pouvoir de vouloir et de faire, la majorité présidentielle a résolu d'user des voies constitutionnelles qui lui sont offertes pour proposer au peuple congolais la révision de cette constitution. Mais quelles sont les lacunes que vous avez constatées pour amener justement à cette révision? Mon frère, globalement, lorsque vous regardez la vie politique de notre pays, nous sommes dans une démocratie représentative telle que consacrée par notre Constitution. Et ce sont les partis politiques qui ont vocation de fournir le personnel politique de la représentation du peuple. Les partis politiques. Mais les partis politiques sont voulus comme des organisations ayant un caractère national au terme de la Constitution. Je ne m'en tiens qu'à ça d'abord. Caractère national, c'est ça l'impératif. Lorsque vous regardez la manière dont ces partis qui sont l'essence, qui constituent l'essence de la démocratie chez nous, fonctionnent, avez-vous l'impression que ces partis-là répondent à cet impératif pour nous permettre de construire une démocratie productive pour notre pays? Je dis non. Les partis dans notre pays sont des organisations dont l'identité est confondue à leur chef, si pas à leur propriétaire. Je vais en abuser, à leur propriétaire. Les partis politiques, je peux en citer, quand vous citez les Palous, vous connaissez à qui on fait allusion, lorsque vous citez UNC, lorsque vous citez SID, c'est la personne du propriétaire ou du fondateur qui est vue. Nous sommes sortis là d'un régime partidaire pour entrer dans un système des chefs des partis qui font ce que bon leur semble, qui sont en passe de coloniser le pays. C'est ce qu'ils veulent et qui s'est fait. Le moment n'est-il pas venu de dépoussiérer un peu les systèmes démocratiques de notre pays? Le moment n'est pas venu d'inventer les voies des sorties de cette saturation. Regardez. Parmi les voies, la révision de la Constitution. Un instant, regardez. Si ce ne sont pas les membres des familles qui sont nommés au poste de responsabilité, les membres des familles des chefs des partis, copines, femmes, enfants, même quand ils sont eux-mêmes députés, ceux qui sont leurs suppléants, c'est généralement femmes, enfants ou
amis. Nous sommes en passe de voir ce pays être confisqué par ces quelques familles, simplement. Il est venu le moment d'aérer la démocratie. Le peuple ici n'a pas demandé d'être colonisé par les chefs des partis, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et le chef de l'État a la responsabilité de dépoussiérer ces choses et de remettre le pays sur les rails. Entre autres. Mais, voyons, parlant du fonctionnement institutionnel de notre pays, est-ce que le moment n'est pas venu de nous arrêter un peu, de nous interroger? Est-ce que nous avons jusqu'ici le Parlement bicaméral que nous avons expérimenté au cours de 2 législatures, il a donné quel rendement? Il a un coût. Il a un coût financier important, mais il a donné au pays quel rendement? Il a donné au pays quel rendement? N'est-il pas venu le moment de nous arrêter de faire quelques ajustements? Il y a autant de questions qui nécessitent aujourd'hui qu'on s'arrête pour parler. Nous avons voulu de la décentralisation. Nous voulons passer à 26 provinces. Mais déjà, les 11 provinces que nous avons sont coûteuses, s'agissant de leur gestion. Jusqu'ici, nous avons manqué du personnel politique de qualité commis à la gestion des 11 provinces. Où trouverons-nous du personnel qui va gérer les 26 provinces que nous voulons? Regardez la manière dont les assemblées provinciales ont fonctionné à la tête. Ce sont ces différentes matières qui feront partie de... J'ai dit, qui seront ce sont ces révision. J'ai dit, entre autres, s'il y a des Congolais qui pensent qu'ils ont également quelques soucis, c'est ça le moment de les mettre sur la table pour que nous puissions alors formuler la demande de cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous n'avez pas édulcoré une matière aussi importante? Et selon l'opinion, est-ce qu'on ne va pas toucher aux articles verrouillés de la Constitution? Ces articles-là sont verrouillés par qui? Ils ne sont pas verrouillés par Dieu. Ils sont verrouillés par nous-mêmes. Et maintenant... Ce qui signifie, oui. Oui, et maintenant, si le moment venu, nous jugeons nécessaire d'adresser au peuple notre demande de déverrouillage, nous le ferons parce que ces articles sont verrouillés par le peuple. Ils sont verrouillés par le peuple, pas par Dieu. Je dis, nous avons la responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions de notre pays. À partir du moment où nous sentons qu'il y a lacune ici, il y a problème là-bas, nous pouvons corriger sans que le monde ne s'arrête. Nous sommes dans un contexte où tout le monde se réclame du peuple. Les églises vous disent, c'est le peuple qui nous dit. Les partis politiques, je viens d'en parler, c'est la confusion. Et pourquoi vous voulez soumettre ce référendum? En fait, vous voulez... C'est chacun qui vous dit, je vais appeler le peuple. Recourir au référendum populaire pour... C'est chacun qui menace d'appeler le peuple. C'est chacun, mon frère. La Constitution. Oui, c'est chacun qui vous dit, je vais appeler le peuple. Je vais appeler le peuple. Le peuple va marcher, le peuple va casser. Et nous nous disons, comme l'a dit le secrétaire général de la majorité, personne n'est exclusif de ce peuple. Pour prétendre que et tout. Et d'ailleurs, il y en a qui parlent et qui n'ont jamais été élus par ce peuple. Donc, il n'y a juste aucun mandat de représentation de ce peuple. Voilà pourquoi, devant une pareille saturation, nous sommes saturés. Le système démocratique est saturé. Il est même en train de s'essouffler. Le moment est venu de pouvoir lui donner un second souffle. Il faut les dépoussiérer, lui donner du souffle. C'est ça l'exercice. Arrêtons limite. Mais il y en a qui voient en cette démarche, vous voulez amener le peuple congolais à entrevoir une autre république à travers ce référendum. Vous connaissez un peu le principe. On va faire table rase de ce qui existe et puis on va recommencer à zéro, donnant la possibilité à tout le monde peut-être de se représenter, même ceux qui ne pouvaient plus le faire. Bon, je dis, dans tous les cas, on ne va pas forcer la main au peuple. Le peuple congolais connaît un chacun d'entre nous. Le peuple congolais connaît tous les politiques ici qui font beaucoup de discours et qui n'ont jamais rien proposé au peuple et qui n'ont jamais rien offert au peuple. Le peuple congolais connaît un chacun d'entre nous. Alors, de sorte que si on demande à ce peuple de se prononcer aujourd'hui sur qui peut être candidat président, d'abord qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être, vous allez être surpris. Hein? Si simplement nous nous référions au peuple pour demander qui peut être candidat, donc qui peut être éligible, il y en a beaucoup qui fermeraient leur bouche. Et moi, je souhaite que l'on commence par là. Demander au peuple qui est éligible dans ces pays.
Il y en a qui ne sortiront pas de leur maison. Alors, Monsieur Franklin, la République démocratique du Congo n'est pas un pays qui évolue en vase clos. Elle tient compte plutôt de ce qui se passe ailleurs. Que dites-vous de la prise de position du président américain sur justement la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, en s'adressant aux jeunes, je crois que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue quand il estime que toutes les constitutions doivent être respectées, les mandats doivent être respectés et qu'il s'inscrivait en faux contre ceux qui ménageront ou qui feront en sorte que l'ordre démocratique soit un peu brisé? Mon frère, j'ai note que j'ai suivi dans un passé récent une frange de l'élite politique congolaise menacée d'aller accuser les chefs de l'État auprès d'Obama. Nous allons accuser Kabila auprès d'Obama. Obama va décider. Il va aujourd'hui, il va prendre, il va arrêter. Mais je dis, là, le Congo est mal parti. Que nous-mêmes qui avons la charge de montrer la voie à ce peuple, nous lui disions, nous ne savons plus rien faire, nous allons appeler Obama pour qu'il vienne ici décider. Mais rappelons les Belges carrément. Rappelons-les. C'est une honte pour nous. Nous devons nous autodéterminer nous-mêmes. Et nous en avons les ressources voulues. Mais il l'a dit, lui, le président américain. Que, vous n'avez pas encore réagi par rapport à sa prise de position. Je dis que nous sommes un peuple souverain. À moins que notre constitution soit déchirée. Nous sommes un État souverain. Nous avons les institutions légales et légitimes à la tête de ces pays, qui ont la mission d'imprimer la dynamique des gouvernances à la tête de ce pays. Et qui peuvent à tout moment, après avoir évalué la manière dont le pays est gouverné, rectifier, ajuster ici. C'est ça la responsabilité des gouvernants. Autrement, ils ne sont pas responsables. Maintenant, que le président américain, nanti de toute la puissance qu'il a, dise « Non, non, c'est pas faisable, je vais arrêter tous ceux qui le feront. » Et bon, on a arrêté en Libye, Kadhafi. Vous savez ce que la Libye devient. En Irak, vous savez ce qu'ils deviennent. Aujourd'hui, le peuple libyen, et s'il lui était demandé de choisir entre le présent et le passé, il choisirait le passé de Kadhafi. Si l'on demandait aux Irakiens de choisir aujourd'hui entre le présent et le passé, ils choisiraient le passé. Ils étaient très prospères. On a voulu leur imposer des voies. Et voilà, j'ai suivi ce matin que le gouvernement américain était en train de demander à son personnel diplomatique de quitter la Libye. Mais qui a mis la Libye à feu et à sang? Et ça signifie quoi, tous ces exemples que vous évoquez? Ça signifie que les peuples du monde, le peuple de chaque État, peuvent s'autodéterminer et inventer les voies de son bonheur. Quoi de plus normal? Alors, et je ne pense pas qu'il soit passé à l'esprit du président américain de venir au Congo et de commencer à dire aux Congolais « C'est ça la voie que je vous trace ». Non, non, non. Je ne pense pas que ceci lui soit passé à l'esprit. Nous sommes un peuple souverain, un peuple libre. Nous pouvons tracer notre voie telle que nous l'entendons, tel que bon nous semble. Nous avons à la tête de ces pays des institutions que nous avons nous-mêmes voulu à la tête de ces pays. Et ben voilà, tirons-en les conséquences. Voilà, alors, en fait, une déclaration ce matin du PPRD, le secrétaire général qui opte évidemment pour la révision de la Constitution, a fait allusion au congressman américain José Serrano qui avait proposé donc de supprimer le 22e amendement donc de la Constitution américaine. Et il a également cité l'exemple de la Belgique. Et autant d'arguments d'autorité, on peut dire aujourd'hui. Pourquoi le recours à ces arguments d'autorité? Non, mais nous sommes dans un débat démocratique. Vous avez suivi que dans le cadre de ces débats, même les églises sont entrées en danse pour dire « Ne faites pas, ne touchez pas, sinon... » Vous avez suivi. Bon, maintenant, au nom de quoi est-ce que nous qui croyons que cette révision-là n'arrêtera pas le monde, nous ne pouvons pas dire les raisons pour lesquelles nous pensons que cette révision est impérative? Au nom de quoi? Nous sommes dans un débat démocratique où chacun donne ses idées. Au peuple de décider en dernier ressort. Je vous ai dit que s'il était donné à ce peuple de dire qui est éligible, qui s'est fait dans une chaîne de valeur, plus question de consommer le maïs à l'état brut. Tout est prévu. Et donc je dis, et nous sommes là. Vous êtes sûr que ça pourra la première alléger tant soit peu
le besoin alimentaire de la population congolaise, de l'Est, de la partie ouest plutôt. On ferait ces 80 000 hectares. Quelle échéance? Mais déjà en février, Quelle échéance? Février de l'année prochaine, Avec quoi? nous consommons Avec la première quoi? production de Bukangalonzo. Nous l'aurons dans notre bouche. Voilà pourquoi je dis à nos frères de l'opposition, plutôt que de passer le temps ici à faire des pétitions, à vouloir détruire le pays, à menacer de mort les gens, qu'ils viennent, allons à Bukangalonzo. Faire quoi? Nous allons travailler. Faire quoi? Mais nous avons promis à notre peuple à manger et à boire. Arrêtons simplement de créer des plateformes ici, les plateformes politiques. Il y en a qui naissent tous les jours, des partis politiques. Les partis politiques. C'est la démocratie? Mais justement, il y en a déjà assez. Nous avons déjà 500 partis. C'est déjà assez. Mais chaque jour, il y en a qui... Mais les partis... Commencez d'abord à revisiter les partis de la majorité présidentielle. Mais les partis ne sont pas des champs. Faites le regroupement. Les partis ne sont pas les usines. Les partis ne produisent pas à manger pour le peuple. Vous demandez à l'opposition d'aller à Bukangalonzo. Mais allons-y. Moi, j'y suis allé 2 fois. J'ai déjà un petit projet là-bas. Le peuple, pour aller aux élections, a besoin de manger. Le peuple a besoin de manger. Nous-mêmes, pour faire la campagne, nous avons besoin de manger. Mais mangeons ce que nous avons produit. Arrêtons de manger ce que les autres produisent. Montrons-nous un exemple pour le peuple. Donnons-lui le maïs, donnons-lui les foufous, donnons-lui de l'huile, donnons-lui le pondou. Et nous pourrons lui dire, votez pour nous. Arrêtons de vendre au peuple les chimères. Vous dites au peuple, votez pour moi, parce que... Non, non, ça, ce sont des chimères. Kabila a montré l'exemple. Il a fini la guerre à l'Est, il a mis en déroute tous ces bandits d'M23. Maintenant, il est revenu à Kinshasa, il dit, je commence maintenant le volet social proprement dit. Bus, il y en a qui pleuvent. Les avions de Congo Airways arrivent. Et les hôpitaux sont réhabilités, les écoles rééquipées. Là, vous êtes en train de peindre un Congo, le Congo de demain, ou c'est le Congo d'aujourd'hui? J'ai peint le Congo. J'ai peint le Congo d'aujourd'hui ici, qui est cité un exemple, y compris au partenariat mondial de l'éducation. On dit le Congo est en train de faire un miracle. Vous avez suivi? Ça, ce n'est pas une invention de moi. Le chef de l'État s'est fait représenter par le chef du gouvernement, Matata Ponyo. À Oman, où il est passé. En Europe, où il est passé. Le Congo, on dit, les Congolais, dites-nous, vous faites comment? Vous qui n'aviez pas d'école. D'où vous viennent les ressources qui vous permettent de reconstruire les écoles? Revenons à Bukangalonzo, au parc industriel de Bukangalonzo. Allons-y. À quand et où la prochaine étape? C'est un programme. Parce que vous avez dit, oui, un programme planifié, un programme conçu. Tout à fait. Quand on passe à l'action, c'est-à-dire il faut passer à l'action coup sur coup. Tout à fait, c'est un programme bien planifié. Et donc, nous allons attendre que le parc agro-industriel arrive à maturation. Et vous allez voir que la prochaine étape, ce sera peut-être la plaine de la Ruzizi. Parce qu'il est prévu un parc agro-industriel aussi là-bas. Il est prévu un autre parc à Mbujimaï, au Balengela. Il est prévu un parc dans les Maniema. 180 000 hectares. Là, on fabriquera même la pâte à papier. Dans les Maniema. La pâte à papier. Ce sera donc fini cette question d'importation du papier pour les élèves et les étudiants. Fini. Ça va finir là-bas. En quelle année comme ça? Mais c'est prévu. C'est un projet qui est en pleine exécution. 5 ans? Non, peut-être dans les 2 ans. Les 2 ans ici. Vous allez voir toutes ces choses se mettre en place. Voilà pourquoi les chefs de l'État nous engagent à demeurer dans une dynamique constructive. Nous avons assez détruit ces pays. Et le fait que nous ayons détruit les infrastructures économiques, sociales, nous garde, nous met à la queue des petites nations. À la queue. Nous avons tout détruit, tout pillé. Ça m'étonne que jusqu'à ce jour, il y ait des gens qui appellent les Congolais à piller, à détruire. Oh, nous allons dire au peuple, vous allez voir, vous allez voir. Ah, vous allez vous dire, donc le peuple ici va créer son malheur. Ce peuple a vie, où est-ce que la désobéissance civile peut amener? Nous allons faire ville morte, la ville morte. Pour quelle production? Alors, avec le lancement de ce parc, avec tout le projet, est-ce qu'on peut dire, on peut parler d'une certaine révalorisation de l'agriculture moderne en République démocratique du Congo et dire également agriculture priorité de priorité aujourd'hui? Mais l'agriculture est entrée dans la modernité, mon frère. Les pivots d'irrigation, est-ce que vous avez déjà vu ça? Allez là-bas, vous allez voir. C'est des machines gigantesques qui vous prennent de l'eau à environ 20 km. 30 km, qui les transportent sur les parcs là. Cette eau-là est destinée à irriguer les parcs. Chaque fois qu'il le faudra. Quand il n'y a pas pluie, les machines pivotent et irriguent les plantes dans tous les sens. Les avions, tracteurs, pulvérisent les plantes pour neutraliser les insectes qui viennent pour... Regardez ces machines-là.
pour les neutraliser. Les avions pilotes et les avions tracteurs. Et ces avions peuvent aussi arroser les plantes sur des grandes étendues, des avions, cher ami. Et les gestionnaires de ces parcs ont même dit que ces avions pourront être demandés par les pays limitrophes ici qui en ont besoin. Donc même de là où on nous chasse, les jours où ils diront non, nous voulons prendre ces avions en location, nous on ne refusera pas, on va les leur donner. Nous sommes les Congolais un peuple très généreux, on va les leur prêter, ils pourront payer plus tard, parce que même notre courant, ils les consomment sans payer. J'ai dit, c'est ça le Congo. Le Congo qui est entré de plein pied dans la pleine modernité. La modernité agricole. Mais l'agriculture couplée avec l'industrie. Parc agro-industriel. Voilà, parler. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de chuter, tout ce dont vous venez de dire ici, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut être à l'origine pour qu'on ait foi, qu'on considère tout ce que vous dites, qu'on le prenne comme de vérité. Et non une parole, passez-moi le terme, démagogique sur le plateau de la télé, pour être écouté, pour amuser la galerie. Non mais, le chef de l'État a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez quand même à mes œuvres. Les œuvres là sont matérielles. Déplacez-vous simplement d'ici, allez à 200 km, 220 km, vous verrez bien l'espace où le miracle est en train de se faire, où le peuple congolais est en train de ressusciter, ce peuple qui est mort par la malnutrition et on lui donnait n'importe quoi, il est en train de ressusciter avec Bukangalonzo qui va lui procurer une alimentation sécurisée. La sécurité alimentaire, ça veut dire une alimentation en qualité et en quantité voulue. Il faut y aller pour voir. Allez-y simplement pour voir comment on en a mis sous. Parce que quoi que nous disions, les gens vous disent non, ils exagèrent. Et voici pourquoi le gouvernement envisage déjà d'ouvrir à la Fikine un stand d'accueil et d'information des Congolais qui veulent en savoir plus. À la Fikine ici, il y aura un stand pour ça. Mais ceux qui veulent encore, qui sont encore des Saint Thomas, qui ne croient pas, qui veulent toucher la main de Jésus et ses pieds, ils n'ont qu'à aller à 220 km. Qu'ils choisissent soit d'y aller par bus ou en marchant à pied, ils verront bien les miracles. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est un miracle. Un miracle pour nous. Et donc voilà ce que j'ai à dire à ce stade. Et donc nous pourrons avoir davantage de choses à dire, mais il faut voir pour croire. Voilà, Monsieur Franklin Tchamala, vous êtes en train de miroiter tant de choses au peuple congolais en ce qui concerne le parc agro-industriel. Nous serons là, on va suivre de très près ce projet et on va vous questionner au moment voulu pour en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Nous recevions pour vous Monsieur Franklin Tchamala, communicateur de la majorité présidentielle. Deux sujets importants. Quid de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo également, le parc agro-industriel de Bukangalonzo et un exemple qui va donc s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Si vous avez aimé, n'essayez pas de nous faire parvenir vos avis et suggestions. Nous disons merci à la fin de cette émission en Jarry Koumand de notre complice de tous les jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.